En janvier 2011, le gouvernement des États-Unis a saisi 4 milliards 207 millions de dollars provenant du Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, destinés au financement de projets de coopération avec Cuba pour combattre le sida et la tuberculose. 3 projets mis en place dans le cadre de la réalisation des objectifs du millénaire, dont les retombées positives sur la population sont bien connues, ont été ainsi entravées. Cuba a dénoncé cette mesure comme illégale et cherchant à entraver la coopération internationale mise en place par les Nations Unies à travers ses agences, ses fonds et ses programmes. Et à la suite de cette dénonciation, le département du Trésor a décidé en mai 2011 l'octroi d'une permission générale pour débloquer ces fonds qui prendra fin le 30 juin 2015. Mais le gouvernement des États-Unis s'arrose toujours le droit de contrôler arbitrairement les fonds destinés à Cuba par la coopération multilatérale. Le fait même que les ressources de cette institution spécialisée aient besoin pour parvenir à Cuba d'une autorisation de l'administration états-unienne constitue, indépendamment de la volonté de transformer des programmes si sensibles en otage d'une politique d'agression contre mon pays, un irrespect flagrant des Nations Unies et de leurs institutions, déclaré Bruno Rodriguez Parilla dans son discours à l'ONU préalablement au vote sur la nécessité de lever le blocus de Cuba le 25 octobre 2011. Par ailleurs, certaines banques refusent carrément d'effectuer des virements d'argent à Cuba, par crainte des sanctions qu'elles pourraient encourir. Mais le blocus a un effet plus inattendu et très peu connu. Il empêche Cuba de payer ses contributions aux organismes internationaux en Suisse. Les comptes des organisations internationales comme l'ONU, l'UNESCO sont ouverts à la banque UBS. Or, les États-Unis ont imposé à cette banque une amende de 100 millions de dollars pour avoir réalisé des transactions avec Cuba. Cuba, à qui il est donc interdit de poursuivre ses transactions financières internationales à travers la banque UBS, doit les réaliser à travers des pays tiers, ce qui augmente le coût des opérations du fait du paiement des services bancaires. Nous pouvons nous demander si ce ne serait pas une façon d'essayer d'exclure Cuba des organismes internationaux. Parce que le travail des Cubains est très apprécié par les organismes internationaux tels que l'UNESCO par exemple. En 2005, à Cuba s'est déroulé le premier congrès international d'alphabétisation. Cuba a offert le programme Yo Si Puedo à l'UNESCO pour contribuer à réduire le taux d'analphabétisme en peu de temps. Durant la 33e conférence générale de cette organisation de l'ONU, un nombre significatif de pays a reconnu les résultats satisfaisants du projet. Et en 2006, l'UNESCO a décerné à Cuba le prix Roy Sejong pour sa méthode d'alphabétisation, qui est utilisée dans de nombreux pays avec un énorme succès. Enfin, le blocus gêne la solidarité internationale pratiquée par Cuba. Alors bon, on ne va pas revenir en détail sur les actions internationalistes de Cuba. Nous avons vu ça ici en 2006 lors de notre première participation à la Semaine de la solidarité internationale. Nous allons simplement maintenant évoquer les préjudices causés par le blocus sur ces actions. Alors tout d'abord, bien sûr, il gêne dans les domaines qui touchent toute la population cubaine, comme l'éducation, la santé et l'alimentation, car une partie de la solidarité internationale de Cuba s'exerce sur le territoire cubain lui-même et non pas à l'étranger. Et d'autre part, bien sûr, le blocus s'en prend aux actions internationalistes de Cuba proprement dites, c'est-à-dire en fait aux populations que Cuba aide indirectement. Dans le domaine de l'éducation, le meilleur exemple de solidarité pratiquée par Cuba envers les pays étrangers sur son propre territoire est l'école latino-américaine de médecine, qui est née de la proposition du président Fidel Castro au moment où l'ouragan Mitch avait tué plus de
40 000 personnes en Amérique centrale, il avait décidé d'essayer d'envoyer sur place chaque année une force médicale capable de sauver autant de vies que Mitch en avait détruites. Et l'idée était aussi de remplacer peu à peu les médecins cubains par des médecins autochtones. Pendant toute la durée de leurs études, la formation, la nourriture, le logement, ainsi que les éléments pour la pratique leur sont fournis gratuitement à tous les étudiants de l'école latino-américaine de médecine. En échange, ils s'engagent à retourner dans leur pays d'origine pour soigner leurs compatriotes. Cuba ne pratique pas le vol des cerveaux. De nombreux étudiants étrangers poursuivent des études gratuites à Cuba, pas seulement les étudiants de l'ELAM. Ce sont en majorité des latino-américains, mais aussi des européens et même des états-uniens. Ce sont des enfants de familles pauvres qui n'ont aucun accès aux études dans leur propre pays et qui s'engagent, nous l'avons déjà dit, une fois leurs études terminées, à rentrer dans leur pays d'origine, pratiquer leur métier. Cuba doit acheter à des pays lointains tout le matériel scolaire dont elle a besoin et ses étudiants souffrent comme les autres des difficultés engendrées par le blocus. Les préjudices causés par le blocus au secteur de la santé publique entre mai 2010 et avril 2011, ça fait peu de temps, mai 2010 et avril 2011, un peu moins d'un an, ont été chiffrés à 15 millions de dollars. Ils sont essentiellement dus au fait que Cuba doit acheter à des pays lointains, la Chine, le Japon, l'Europe, les médicaments, le matériel chirurgical, les instruments médicaux, ainsi que les réactifs, les pièces détachées et les équipements qu'elle ne produit pas et qu'elle ne peut pas acheter aux États-Unis tout proches. Les malades les plus graves qui sont pris en charge par les brigades médicales cubaines à l'étranger, de quelque pays que ce soit, sont acheminés vers la Havane. C'est là que Kim Phuc, qui courait nu sur une route du Vietnam brûlée par le napalm, a été soigné. On a beaucoup vu cette image à l'époque. Cuba soigne également dans un hôpital spécial à Tarara les victimes de la catastrophe de Tchernobyl. En 2006, 16 000 enfants, 3 000 adultes venant des 3 républiques soviétiques touchées par la catastrophe avaient été soignés. 13 opérations cardiovasculaires avaient été pratiquées pour des malformations, ainsi que 7 greffes de moelle, 2 greffes de reins et 2000 opérations orthopédiques et neurologiques. En ce qui concerne l'alimentation, Cuba ne produit pas assez de nourriture pour nourrir sa population et dépend d'importations de nourriture. Signalait le rapport de Jean Ziegler, rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Il est difficile de faire pousser toute la nourriture nécessaire à Cuba. L'agriculture tropicale est difficile et les céréales doivent être importées. À cause du blocus et des difficultés rencontrées pour acheter les aliments aux États-Unis, Cuba doit les faire venir de contrées lointaines et elle lui coûte donc beaucoup plus cher, à cause en particulier du prix du fret et des assurances qu'elle doit contracter pour les faire transporter. La FAO a déclaré l'importation de nourriture pour la consommation humaine, particulièrement celle destinée aux programmes sociaux, est affectée par l'embargo car les restrictions limitent leur quantité et leur qualité. Le riz est embarqué en Chine ou au Vietnam, ce qui prend 45 jours pour aller Cuba. Par voie de comparaison, il reviendrait à un tiers du prix d'embarquer aux États-Unis et cela prendrait seulement 2 jours. Les nombreux étudiants d'origine étrangère qui suivent des études à Cuba souffrent aussi des difficultés d'approvisionnement du pays en produits alimentaires, bien que l'attribution de la libreta réduise ces inconvénients.